Alors peut-être pour commencer, déjà je voudrais vous remercier beaucoup pour ce travail que vous nous livrez, qui est la suite de votre expérience dans l'océan des musiques traditionnelles et en même temps le fruit de vos réflexions, puisque il est, je crois, très précieux à une époque où nous, occidentaux, modernes, nous sommes un petit peu coupés on va dire, de la dimension spirituelle et métaphysique de l'existence. Et ce que vous livrez ici, c'est en quelque sorte des applications, euh, des déclinaisons concrètes vécues de ces principes-là à travers votre pratique de la musique ou les rencontres que vous avez pu faire dans différents pays. Et donc c'est précieux, c'est très précieux. Et donc pour commencer, on peut peut-être parler, puisque c'est aussi par là que ça commence pour vous, par votre expérience andalouse, où en fait, ce qui m'a particulièrement frappé dans votre livre, c'est la façon dont, dans cette région, l'art, la dimension esthétique, à travers la danse et la musique en particulier, euh, irrigue véritablement la vie des gens de manière très concrète, que ce soit individuellement ou dans leurs interactions. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ça peut-être? Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, il y a évidemment l'Andalousie, elle a toujours eu, et à l'époque où j'étais, je suis entré pour la première fois en 65.
il y avait une certaine austérité parce que c'était le temps de Franco, mais ça n'empêchait pas une gaieté intrinsèque, intrinsèque au cœur des gens de se manifester. Alors je voudrais juste préciser que je me suis retrouvé en Andalousie parce que j'ai été victime de l'inoculation d'un virus flamenco qui s'est produit dans un pays très exotique puisque ça s'est produit à Strasbourg, n'est-ce pas? Donc pourquoi? C'est parce que j'étais étudiant à Strasbourg, j'avais fait de la guitare classique à Antibes quand j'étais plus jeune avec une professeure d'origine italienne. Et puis déménagement, perte de la professeure, bon, tout ça, une certaine nostalgie. Et puis le destin fait que je croise des immigrés andalous qui étaient de la région de la Sierra Morena, dans la région de Cordoba, et qui travaillaient très très dur, hein, qui travaillaient dans l'industrie de la peau, les peausseries, ils étaient dans les bains, ils sortaient de là le soir épuisés avec des odeurs nauséabondes. Il n'y avait pas toutes les douches qu'on avait aujourd'hui, donc c'était une condition difficile. Et eux, ils avaient un contrepoids esthétique et existentiel à cette vie très très dure. Et ça consistait, c'est un petit peu comme Masmar Jah au Maroc, ils avaient planté un clou quelque part. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient planté un clou dans un café, avec la permission du patron. Ils avaient planté un clou dans le mur. Et à ce mur, ils avaient accroché une ficelle, et en dessous de cette ficelle, il y avait une guitare. Donc ils avaient une espèce de point de repère, une oasis de bonheur, quand ils étaient en train de travailler dans cette dureté de ce métier à l'ancienne. Ils savaient qu'ils allaient se retrouver après autour de cette guitare dans ce café. Voilà. Et donc, il y avait plusieurs personnes qui utilisaient cette guitare, mais c'était la propriété d'un certain José qui trouvait que c'était bien que sa guitare soit là et non pas chez lui. Voilà. Et moi, je passais devant ce café, j'entendais ça, j'ai jamais eu envie de rentrer dans les cafés, ça a toujours été quelque chose. Mais là, il y avait une attirance et j'ai fini par rentrer. Je devais avoir, je ne sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça. Et là, ils m'ont fait signe, ils m'ont vu comme ça, ils m'ont fait signe d'approcher, et je me suis assis. Et le type était devant moi, il a pris sa guitare, et là, il a lancé quelques notes particulières. Après, j'ai appris que ça s'appelait le sapua, quelque chose qui se fait avec le pouce. Et ça, c'est rentré en moi. Et j'ai vraiment été, en une minute, j'étais inoculé par quelque chose. Et j'ai compris, a posteriori, qu'il m'avait mis sur un certain rail par cette inoculation. Voilà. Alors évidemment, peut-être que toute personne qui aurait reçu cette inoculation ne l'aurait peut-être pas reçue de la même manière. Et moi, j'étais appelé à la recevoir. Voilà. Et il a changé ma vie. Et donc j'ai passé pendant 2 ans avec ce petit groupe qui m'enseignait ce qu'ils pouvaient sans aucune pédagogie. Et puis là, j'étais confronté à la transmission directe que je ne connaissais pas. J'avais pas l'espagnol, j'avais rien, donc je me suis acheté une méthode Assimil, etc. Donc j'ai voulu communiquer le plus profondément possible. Voilà. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le train, 3e classe, ça existait à l'époque, pour arriver jusqu'à Granada. Voilà. C'était mon premier séjour, c'était dans la région de Grenade, à Almuñécar, le côté plage de Grenade. Et plus tard, j'ai trouvé mon professeur à Cadiz. Voilà. Et là, ce que j'avais pressenti par ce son et aussi par le petit cénacle qui faisait vivre l'Andalousie dans un café de la Crutenot à Strasbourg, si vous voulez, j'avais déjà eu des prémices de ce que ça pouvait être. Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, je me sentais beaucoup mieux que chez moi, déjà. Donc il y avait quelque chose, il y avait une espèce de réminiscence qui fonctionnait et qui m'a fait adhérer complètement. Et j'ai développé tout ce que je pouvais de mes capacités personnelles pour apprendre le plus possible. Voilà. Et donc je me suis retrouvé avec un professeur, un très bon guitariste qui était à Cadiz, avec lequel j'ai étudié et qu'ensuite je vais ramener avec moi à Strasbourg pour travailler ensemble en France. Voilà. Donc c'est ça l'aventure. Alors la question c'était pas ça. La question c'était, alors, si vous voulez apprendre du flamenco, la première chose qu'on vous apprend c'est à compter. On vous apprend d'abord à compter. Premièrement, il y a une géométrie sous-jacente.
cette maison tient parce qu'elle a une architecture sous-jacente. Le flamenco, il tient parce qu'il a une architecture sous-jacente. Et les clés de cette architecture, tous les Andalous la connaissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà, donc n'importe quelle personne d'Andalousie, vous lui faites sortir ce compas, il peut danser sans rien, juste avec ça, et il peut répondre. Et il y a une communication qui fait que les gens vont se mettre à broder sur cette horloge. 12, c'est quoi? C'est l'horloge. C'est une horloge, n'est-ce pas? Et cette horloge, elle est géométrique. Pourquoi? C'est parce que c'est 2 fois 3 qui est égal à 3 fois 2. Vous voyez? C'est très très simple. Mais 12, c'est aussi 4 fois 3. Et c'est aussi 3 fois 4. Et donc, dans ce que les gens vont faire, quand ils vont broder, les uns vont se référer à une acception de division que j'ai évoquée. Voilà. Donc, on est dans une architecture collective dont tout le monde connaît les règles. Et c'est pour ça que ta, et après, il y a des desplantés, paf, et on ferme sur 10. Tout le monde sait qu'on ferme sur 10, parce que 12, c'est aussi 10 et 2. Voilà. Donc, il y a un capital géométrique qu'il faut, avant de toucher une guitare, qu'il faut intégrer un minimum. Voilà. Et ça, c'est partagé par tout le monde. C'est pour ça qu'une danseuse de Sevilla peut rencontrer un danseur même du quartier gitan de Barcelone et faire une harmonie immédiate tout de suite. Les arcanes sont partagés. Voilà. Et après, il y a quoi? Après, il y a les palos, c'est-à-dire qu'à tel endroit, on a développé telle manière, tel style de chant, avec une teneur, c'est-à-dire un ethos, plus ou moins dramatique, plus ou moins détendu, concentré de telle et telle manière, et ça va donner des grandes familles de styles que tout le monde connaît aussi. Et puis il y a la danse que tout le monde méprise, qui s'appelle Sevillana, dont je parle dans le livre, qui a l'air dérisoire. C'est dérisoire, hein, parce que c'est dérisoire. N'empêche que n'importe quel garçon de 14 ans de Séville avec une fille de 12 ans, pareil, des quartiers gitans de Barcelone, ils peuvent danser la Sevillana ensemble tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une structuration, si vous voulez, d'une danse qui se développe, une chorégraphie à laquelle on peut participer 12 ou 15 personnes, ou 16, en 4 parties, avec un desplanté à chaque fois. Il y a une structuration géométrique qui est à la fois plus simple, mais qui se développe dans l'espace, un espace qui se déroule en 8 minutes à peu près. Voilà. Le rythme est simple. Bom, bam, bom, para, ram, pam, pam, para. C'est ça, la Sevillana, c'est plus simple. Et après, vous avez l'univers poétique, auquel tout le monde participe. Cet univers poétique, c'est quoi? C'est un truc merveilleux, c'est concision et force. C'est de la concision. Alors, j'essaie de vous trouver une copla vraiment concise. La segueria. Segueria, c'est... C'est une autre manière de faire le 12, qui est renversé. Et qui est qu'on va utiliser pour les choses particulièrement dramatiques. Ça rigole pas, la segueria, c'est quelque chose de très sérieux. La mentira vive en un palacio de lujo y la verdad se muere en un rincón oscuro. C'est réglé. La mentira vive en un palacio de lujo, le mensonge vit dans des palais luxueux, y la verdad se muere en un rincón oscuro. Et la vérité se meurt dans un petit coin obscur. Voilà, thématique. C'est tout. Ou bien quelque chose de plus anecdotique. Me subí a un árbol verde para ver si la divisaba. Lo que vi fue el polvo del coche que la llevaba. Me subí a un árbol verde para ver si la llevaba. J'ai grimpé à un arbre vert pour voir si je l'apercevais. Lo que vi fue el polvo del coche que la llevaba.
tout ce que je vis fut la poussière du coche qui l'emportait. C'est réglé. Voilà. Donc il y a une concision que les gens pratiquent, si vous voulez, et qui ressemble à celle des proverbes, et qui a des relents de sagesse qui fait partie d'une espèce de référence universelle pour les gens à un certain point extrêmement puissant. Voilà. Il y a un amour de la sagesse aussi, qui est sous-jacent à cet art. Voyez. Et je pense que toutes les formes des arts traditionnels, s'ils n'ont pas été déformés, parce qu'en France on avait aussi des arts traditionnels très intéressants, mais qui ont été folklorisés, surtout après la Première Guerre mondiale, et beaucoup entre les deux guerres, si vous voulez. Bon, ils ont été folklorisés, donc ils ont été rendus anodins. On les a rendus anodins. Pour les mettre en conformité avec ce qui se faisait au conservatoire, donc la référence de musique bourgeoise, si vous voulez, on les a polis, on les a déformés, on les a rendus anodins, et donc aujourd'hui ils sont ridicules souvent. Ils sont devenus ridicules. Vous voyez. Alors que si vous dites la verdad se muere, etc., il y a autre chose, il y a une tenue, quoi. Alors, ce qui est merveilleux, c'est de constater que tout un peuple partage des références en oralité complète, chorégraphique, modale, et l'art du chant, si vous voulez. Et ça, c'est un ciment très, très étonnant pour quelqu'un qui vient de France et qui est accueilli. Oui, j'ai été quand même accueilli. Je n'ai pas eu de difficulté à être admis. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans les yeux, il y avait peut-être quelque chose. Enfin bon, je n'ai pas eu de problème d'accueil en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question, mais. J'ai une question, si vous permettez. Je vous en prie, oui. Alors, en fait, vous nous avez parlé de cette rencontre avec ces musiciens. D'après ce que vous dites, là, en fait, j'ai l'impression que c'est une véritable initiation qu'il y a eu pour vous. En fait, votre cœur a été touché, au-delà des mots, au-delà voilà, directement, votre cœur a été touché. Et après, vous avez parlé de partage. J'ai eu la chance de participer à quelques je ne sais pas comment dire ça, spectacles, c'est pas le bon mot. Les juergas, les rencontres. Des danses, des chants andalous. Alors quand on fait ça en public, enfin je veux dire dans l'intimité, ça s'appelle juerga en général. Bon. Et c'était juste magnifique, quoi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le public participait. Ah oui, alors d'accord. Pas passif. Ah ben complètement, complètement, musique, complètement. Le public participait. Et en fait, pour revenir à votre expérience, est-ce qu'on peut parler, on parle de duende dans la musique traditionnelle andalouse. C'est ce duende-là qui vous a touché? Ah ben on peut le dire, on peut le dire. Alors vous savez ce que signifie duende? C'est cette énergie, en fait, je n'ai pas les mots exacts. Alors il y a effectivement... Cette énergie qui naît de la musique, voilà, en fait, qui touche le cœur, en fait, qui touche toute l'âme, l'être humain entier dans sa totalité. Si vous voulez, le duende, ça a un sens. Un sens, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un petit nain, un petit génie. Des fois, certains l'ont vu, il est tout petit. Si vous voulez. Et quand il apparaît quand il y a une disposition musicale de communication qui commence à fleurir. Lui, il apparaît et il prend en charge le déroulement de la séance. C'est ce qu'on dit. Hein. On se dit, on ne devrait pas révéler tous les secrets, mais voilà. Donc en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un critère qui va se retrouver ensuite. Donc moi, je découvre, sans savoir l'analyser, parce qu'à 15 ans, on n'a pas ce recul. Et même à 20 ans, on ne l'a pas non plus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les hindous le diraient d'une manière très très simple. Il n'y a plus, là nous sommes, je sais pas, on va dire, nous sommes 15, si nous étions 15, il n'y a plus, dans le flamenco, il n'y a plus 15 mois, il y a un soi. C'est-à-dire que les barrières, les frontières, les barrières des mois, elles disparaissent, elles fondent. Donc il y a une communion, parce que ces barrières descendent. Et alors à ce moment-là, on va le personnaliser par le duende, si vous voulez. Et chez les Arabes, on ne dira pas ça.
sauf que bon, il peut y avoir des équivalences, mais elles ne seront pas très positives. Et on va parler de tarab. Donc c'est un autre mot, un autre concept, mais qui est équivalent et qui correspond exactement au même phénomène de fusion par l'intermédiaire de la musique partagée. Et je crois que ce que vous dites là, en fait, ça ressemble aussi. J'ai vu c'est des personnes qui ont témoigné, qui ont assisté à des danses de derviches tourneurs et qui étaient aussi emportées dans ce mouvement circulaire avec les danseurs, quoi. Bien sûr. Ça me fait penser à ça. Oui, bien sûr. Alors, dans un cas, il y a une espèce de spontanéité dans une société chrétienne qui était grosso modo à peu près intégralement croyante en Andalousie, les gens que j'ai rencontrés, à peu près intégralement, ou en tout cas qui ne se posent pas ce problème. Il y a une espèce de communion de vie globale à ce moment-là. Les derviches tourneurs, comme vous savez, ça fait partie d'une tariqa, donc d'une méthode à l'intérieur, puisque tariqa veut dire méthode, une méthode spirituelle à l'intérieur d'un groupe soufi, etc. Bien sûr, mais il y a des éléments qui sont les mêmes dans les deux cas, sauf que dans le flamenco, il y a un aspect igné, donc c'est fuego, mucho fuego. Les derviches tourneurs, c'est plus O et R, hein, le ney, voilà. Et on est plus dans, puisqu'on se réfère souvent dans ce livre, vous voyez, il y a 4 couleurs autour, là. Il y a 4 couleurs, il y a le noir, le blanc, le rouge et le jaune. C'était les couleurs dont on teignait autrefois les cordes du luth. Et ces 4 couleurs sont les couleurs des humeurs de la médecine médiévale. Hein, vous voyez. Donc le noir, bien sûr, c'est la trabile. Le blanc, c'est le flegme. Le rouge, c'est le sang. Et le jaune, c'est la bile. Voilà. Et chacune de ces couleurs a un sens et elle est le symbole. Voilà. Donc là, vous nous faites passer déjà dans le paragraphe suivant, si vous voulez. Et on va retrouver ces 4 couleurs dans l'habit du musicien marocain, hein, traditionnel, la fête, qui a des babouches jaunes, la bile. Donc c'est l'idée que l'agressivité est canalisée dans le physique, dans la marche. Elle devient quelque chose d'utile. L'empire sur soi-même, c'est le blanc d'Adjel là-bas, le flegme. Voilà. Réchauffer le cerveau qui est trop froid, c'est le sang et c'est le fez rouge. Voilà. Et l'humeur noire qui représente à la fois le spleen, ce que les Anglais appellent le spleen, donc ce qui, en développement excessif, va amener à l'autodestruction, mais ça représente aussi le nadir par le noir, donc le fin fond du cœur, si vous voulez, et par analogie inverse, on le met tout en haut dans le pompon du fez. Donc même le costume, là, il exprime une philosophie. Et puis, en général, on ne connaît plus le sens. Hein, on a avancé trop vite. Là. Non, c'est très bien. Peut-être un mot sur la manière dont la musique, telle que vous l'avez expérimentée, donc on passe une étape là dans la tribu des Aïd Saïd où vous allez après votre séjour andalou. Comment est-ce que cette musique peut constituer un moyen de dissoudre l'ego? Alors, petite parenthèse, j'ai pas écrit ce livre pour raconter ma vie, mais comme ma vie elle a une certaine logique, j'ai utilisé un film biographique, parce que le sujet du livre, c'est les rencontres. Donc les rencontres, c'est plus les autres, hein, comme moi-même. Bon, après, comme j'étais en recherche musicale, là, il y a un fil de continuité, et qui s'avère après être encore autre chose. Voilà. Donc, j'ai passé le détroit de Gibraltar à cause d'une déception, parce que vous avancez par des attractions amoureuses, mais aussi par des, je voudrais dire, par des râteaux. Le râteau peut être positif. Donc c'est pas le fer, mais que vous avez eu que le manche, ça va. En général, on appuie sur le fer et on se prend le manche, ce qui est mieux que le contraire. Bon, alors le râteau, en l'occurrence, c'est que je vais m'apercevoir que mon professeur a un défaut, enfin disons, il va se révéler être une double face. Et là, je découvre la face sombre de la force, si j'ose dire, en cette personne. Et donc, je vais être obligé de rompre avec lui. Voilà. Parce que je l'amène sur mon terrain de travail modeste, puisque je jouais dans les restaurants, de la guitare dans les restaurants. C'était un travail, mais qui fonctionnait très très bien.
Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose, bon, je ne vais pas te donner tous les détails, mais il faut lire le livre. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas reluisant. Et donc, je me sépare. Et quand je vis un désespoir terrible, et pour moi, la solution du désespoir, c'est un voyage. Et coup de chance, je trouve une adresse à laquelle on peut écrire pour avoir du boulot de professeur au Maroc. Et presque par retour de courrier, j'ai une affectation comme professeur d'histoire géo dans un collège du Moyen Atlas marocain, dans une ville tellement petite qu'on ne la voit pas sur la carte. Voilà. Et donc, je vais changer de... C'est un choc du destin. Et avant de partir, ben, je vais dans une épicerie marocaine et je cherche des disques marocains et je vois un type moustachu qui joue du oud et je regarde ça et je dis ben, c'est ça mon nouvel instrument, c'est ça. Voilà. Donc j'ai commencé avec le oud et la moustache. Voilà. J'ai pris les deux. Voilà. Et c'est comme ça que la passation se fait. J'arrive dans une petite ville, j'habite dans cette petite ville et je découvre que dans les montagnes toutes proches, il y a une autre civilisation qui est la civilisation berbère. Et je découvre un village qui va se révéler s'appeler Foum el-Ansar, la gorge des aigles. Et c'était tellement beau que je m'installe dans ce village et j'ai un boulot à 15 km au collège, voilà, dans la plaine, si vous voulez. Et donc, alors maintenant, pour essayer de répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Là, je prends encore une claque dans la figure parce que on est avec ma femme dans notre petite maison. Au bout de 10 jours, on entend un tintamarre pas possible de 2 bombardes. Les bombardes marocaines s'appellent Reïta. Ça s'entend à 2 km ou 2 km et demi. Hein. Bon. Donc c'est très puissant. Puis 2 tambours, voilà. Et on ouvre la porte et à 20 mètres de chez nous, il y a sur le sol, je sais pas, il y a 10 mètres carrés de braise épaisse comme ça. Et il y a 7 ou 8 personnes qui dansent pieds nus sur cette braise avec cette musique. Ah, d'accord. De quoi s'agit-il? Voilà. Eh bien, on va s'apercevoir que nos voisins sont des gens qui dansent sur les braises et qu'ils le font tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, ça dépend. Voilà. Et qu'ils ont les pieds en parfait état et qu'ils courent dans les rochers, même pieds nus, que ça ne leur pose aucun problème. Confrontés à un mystère. Époque bénie, imaginez, hein, où on avait ça sur la place du village. Époque bénie. Et donc, je vais être confronté à... Et comme je vais devenir ami avec les musiciens qui jouent plusieurs répertoires, dont ce répertoire-là, je vais commencer à questionner. Bah, il se trouve qu'on ne questionne pas là-dessus, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les gens, ils évitent, ils font des périphrases, ils parlent d'autre chose, et demain tu fais quoi? Enfin, bon. Et le souk, là, tu sais, il faut acheter la viande parce que là c'est mieux, bon, etc. Donc, et je vais mettre 3 ans, 3 ans et demi à avoir les clés du mystère. Parce que à ce mystère existe des clés, si vous voulez. Et donc c'est ce que je raconte là. Il y a un récit mythique. Faut-il y rentrer maintenant? Je ne sais pas, mais quelle est la perspective qui fait que les gens, voilà. Et c'est là il va y avoir des horizons qui s'ouvrent sur le potentiel de la nature humaine, qui sont beaucoup plus profonds encore que ce que j'ai connu en Andalousie. Voilà. C'est beaucoup plus profond. Alors, il va s'avérer que c'est une pratique qui se place à l'intérieur d'une confrérie marocaine ou de plusieurs. Il y avait les Kadiris, parce que beaucoup de Berbères étaient Kadirines, la confrérie de Moulay Abdelkader el-Jilani, ou bien Aïssawa, ou bien Hamacha. Donc il y a plusieurs confréries qui pratiquaient ce genre de méthode. Oui, on peut parler. Tarika veut dire méthode. Et donc, en tout cas, la première chose que je constate, c'est que les gens qui pratiquent cela sont des gens qui ont une équanimité psychologique remarquable. C'est-à-dire, ils sont inébranlables, en fait. C'est-à-dire que, bon, les gens, on les connaît, on va au souk, on échange des choses, on boit le thé, etc. Très bien. Mais quand arrivent des épreuves, des contretemps et tout, c'est là qu'on mesure les gens. Et cela, dans l'épreuve, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai eu un grand ami, très très proche, qui est mort maintenant, père son âme, Mohamed, et une équanimité dans l'épreuve, c'est-à-dire l'art de se maintenir dans le sourire et dans le rire pendant l'épreuve. Hein.
c'est un taoïsme musulman étonnant. C'est en quelque sorte, le mot d'ordre, c'est tu gardes le sourire. Hein. Attention, est-ce que ton sourire fléchit ou pas? Non, non, il ne doit pas fléchir. Et c'est quelque chose. Voilà, donc là, il y a des leçons quand même vertigineuses pour un jeune homme qui est là, et puis qui commence à apprendre la langue et qui veut savoir. Et bon, chaque fois, c'était la même chose. J'ai voulu apprendre la langue au maximum, un peu de berbère. Les gens étaient bilingues dans cette tribu, parce que c'était une tribu limitrophe avec les tribus arabes. Donc ils parlaient un arabe un peu simplifié, et le berbère qui est très compliqué comme langue. Donc j'ai appris un peu de berbère et beaucoup d'arabe simplifié, voilà, avec eux. Et alors ça, c'est une musique dans un cadre particulier, et les mêmes musiciens du village jouaient aussi une musique, on va dire, de détente, de danse et de chant, avec un instrument de cette nature. Voilà. Et alors ça, c'est un exemplaire ancien. Eux, ils avaient des exemplaires moins anciens. Et ceux qui étaient pauvres, ils s'en faisaient un avec une carapace de tortue. Et ce que faisant, ils reproduisaient l'origine de cet instrument qui a à peu près 46 siècles avérés, et même 50. 5000 ans. C'est un instrument qui a de toute façon 4600 ans avérés par l'iconographie historique, si vous voulez. Voilà. Et donc on est effectivement, pour dire le moins, dans un monde ancien. Et ça, c'est la version minimale. On ne peut pas faire moins, c'est-à-dire il n'a que 2 cordes. Voilà. Et le jour, il y a un monsieur que j'ai connu plus tard, un très très grand monsieur, un très grand islamologue que j'ai eu l'honneur de connaître à Fès, qui s'appelle Titus Burghardt. Il est dans l'autre monde maintenant. Et il m'a raconté qu'en 1930, sur la halqa, sur le souk de Fès, il rencontre un musicien qui joue cet instrument avec 2 cordes. Et comme lui, il vient de Suisse, il est quand même étonné du nombre modeste des cordes. Et comme il parle arabe, il lui demande, mais votre instrument, pourquoi aussi peu de cordes? Et l'homme lui répond, oh, isnin faqat, zakir unsa. Il ne peut y en avoir que 2, le mâle et la femelle. C'est la réponse qu'il lui fait en 1930, si vous voulez. Et quand on essaie de jouer cet instrument par rapport à ses successeurs qui sont fabriqués pareil, mais qui ont 4 ou 3, eh bien on s'aperçoit qu'avec 2, on ne peut pas tricher. On est condamné à faire l'essentiel. Et si on n'accède pas à l'essentiel, on ne peut pas le jouer. Enfin, c'est pas modeste de dire ça. Mais en tout cas, on est condamné à cultiver l'essentiel. Voilà. Après, il y a un instrument bédouin qui a une seule corde, et qui se joue, lui, avec l'archet, qui s'appelle Rabbaba. Donc la simplicité technique, si vous voulez, de certains instruments apparentes, parce que c'est en fait très sophistiqué de fabrication, elle nous condamne à essayer d'aller au centre des problématiques. Vous ne pouvez pas tricher. Avec 4 cordes, 6 cordes, etc., vous pouvez tricher. Avec 2, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je réponds à la question une fois de plus. Peut-être, vu qu'on est sur les instruments, est-ce que vous pourriez nous parler de, peut-être, décrypter de manière un peu précise la symbolique des instruments à cordes, de certains en tout cas, et du lien que ça peut avoir avec l'effet qu'il produit sur l'âme, s'il est possible d'établir un lien entre les deux. Bien sûr. Mais de même que j'évoquais ce qu'on appelle les compasses dans le flamenco, c'est-à-dire une géométrie rythmique sous-jacente, dans les instruments de musique, vous avez une géométrie sous-jacente. C'est-à-dire que dans la tradition, alors ceux-là, ils sont construits dans les villes. Voilà, même celui-là, il est construit en ville, même s'il est destiné à la musique populaire. Les musiques populaires n'étant pas seulement dans les campagnes, elles sont aussi dans les villes, vous savez. En tout cas, les artisans sont des géomètres. C'est-à-dire qu'ils déterminent le dessin des instruments exclusivement au compas et à la règle. Exclusivement. Et donc, comme ils manipulent beaucoup le compas et la règle, ils ont l'art des proportions.
Parce que quand vous faites de la géométrie qualitative avec ces deux outils, vous allez, si vous le faites régulièrement, vous allez vous cultiver. Et toute architecture ancienne, d'ailleurs, est faite au compas à la règle. Vous me direz, il n'y a pas de compas assez grand pour faire des voûtes dans les mosquées ou dans les cathédrales. Oui, mais il y a des clous et des ficelles. Peut-être expliquer ce que c'est que la géométrie qualitative. Alors, la géométrie qualitative, justement, c'est celle qui est issue du compas et de la règle seulement. Donc, qui se fait sans mesure quantitative. Elle se fait qu'avec des mesures qualitatives qui sortent du compas. C'est pas compliqué. Quand vous faites un cercle, vous avez déjà deux mesures que sont le rayon et le diamètre. Voilà. Et après, vous allez diviser votre cercle en 6 en reportant la pointe sèche avec le même rayon sur la circonférence. Et là, vous avez le 6 qui apparaît. Vous voyez. Après, vous pouvez le diviser en deux. Après, il va apparaître des 12 et des 24. Et vous allez trouver les multiples. Et tout ça, c'est qualitatif. Parce que vous ne le faites sans compter. Vous le faites sans compter. Vous voyez, quand on dit on aime, donc on ne compte pas, peut-être que c'est une définition pour le qualitatif aussi. Voilà. On peut compter a posteriori après, parce qu'il y a des choses qui vont apparaître. Voilà, toute la décoration géométrique musulmane, elle est faite comme ça, hein, si vous voulez. Alors, pour répondre à votre question, une chose très très simple, c'est que si vous prenez une guitare, vous avez une géométrie immédiate qui apparaît. Hein, c'est que admettons que cette corde vibrante de ce point à celui-là mesure 60 cm. Quand je mets mon doigt ici à la jonction de la caisse et du manche, la corde ne mesure plus que la moitié, que 30. Donc là, il y a déjà l'idée d'une moitié. Et il se trouve que dans cette moitié, alors ça c'est l'aspect géométrique, ce segment est 2 fois celui-là, ou 2 fois celui-là, puisque c'est le même. Mais dans la longueur de ce segment, j'ai combien de notes ? J'ai la gamme complète. Quand j'ai fini ma gamme, je suis à la moitié de la corde. Exact. Vous voyez ? Et quand je suis à la 5e note, on va mesurer combien mesure ce segment. Eh bien, on va s'apercevoir qu'on est au tiers de la corde. Vous voyez ? Et quand je joue la 4e note, on va s'apercevoir qu'on est au quart de la corde. Et si je joue la 6e, et vous voyez que là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a un changement de couleur ici. C'est une guitare traditionnelle, ça. On appelle la goyesquera. Hein. Donc c'est une guitare du 18e en fait. Enfin, telle qu'elle était faite au 18e. Donc quand vous êtes là, vous êtes dans un point particulier. Parce que vous êtes, on va compter les notes. On est à la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes à la sixte. Et pour avoir la sixte, les petites cases, là, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Et ça, c'est la mesure du manche du luth occidental qui arrive jusque-là. Et pourquoi ce 9 ? Traditionnellement 9 parce qu'il y a, dans la référence chrétienne, il y a 9 variétés d'anges et que le travail de cette main représente les anges qui courent du ciel à la terre. Ça, c'est dans la symbolique du luth occidental. Si vous voulez. Donc, il n'y a rien qui est aléatoire. Maintenant, si je prends le oud, l'équivalent de ce que je vous ai montré est différent, puisque là, on est à la 5e. Quand j'arrive à cette jonction, je suis à la 5e note. Et là, je vais trouver le deuxième partie qui arrive au centre de la rosace et la 3e partie qui arrive au chevalet. Donc en fait, l'instrument, il est construit sur une division par 3 et qui donne la quinte, la 5e note. Et cette quinte, elle est particulière, c'est parce que c'est elle qui déclenche le maximum d'harmoniques, c'est-à-dire de notes subtiles. Voilà. Donc, vous voyez. Et ensuite, on pourrait parler de... J'ai enquêté auprès toujours des anciens, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Orient ensuite, etc. J'ai toujours été demandé aux anciens musiciens comment ils appelaient les différentes parties de l'instrument. Et il y a des constantes. Cette rosace s'appelle Shemsiyat, ce qui veut dire ceux qui symbolisent le soleil. Ces 2 petites s'appellent Qamariyat, c'est-à-dire les lunes.
Donc le Soleil est unique parce qu'il est unique, il est toujours unique, il est toujours semblable à lui-même. Et la Lune est double parce que la Lune est changeante, comme vous le savez. Pleine Lune, quartier, etc. Quartier ascendant, quartier descendant. Voilà. Et on va voir que non seulement vous avez des mesures qualitatives dans la structuration géométrique de l'instrument, mais vous avez aussi une représentation de l'homme, parce que ça s'appelle la tête, ça s'appelle le cou, ça s'appelle la poitrine. Tour à tour, vous avez des termes qui vous ramènent au cosmos, au macrocosme, et d'autre part des termes qui vous ramènent au microcosme. Donc l'instrument, censément, dans la tradition ancienne, il représente l'homme et le monde, et surtout l'harmonie entre les deux. Voilà, il n'y a pas d'aléatoire. Alors tout ça, ce sont des choses qui sont en général oubliées, comme le fait, par exemple, que dans le violon, vous avez une spirale ici, ce qu'on appelle la volute, vous voyez, voilà. Et dans le chevalet du violon, vous avez un dessin particulier qui se reproduit encore. Le haut est courbe, ensuite vous avez ça. Donc vous avez comme deux bras, deux pieds, et au milieu vous avez un cœur qui est découpé. Donc autrement dit, ça représente un homme qui n'a pas de tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça désigne un organe. Ça désigne le cœur. Et le cœur, c'est un organe rythmique. Ce qui veut dire que l'organe de compréhension musicale, c'est le cœur, c'est pas la tête. La tête, elle est intéressante si elle est devenue une volute en haut de l'instrument. Et la volute, c'est la spirale. Et la spirale, c'est quoi? C'est la combinaison de deux dessins, le cercle avec les rayons, ou bien les cercles concentriques. Donc les cercles concentriques, ça représente la transcendance, et les rayons, l'immanence. Et la spirale, c'est la combinaison des deux. Il n'y a pas d'aléatoire. Ça, c'est recueilli auprès des indices dans les pays orientaux et des explicitations par un grand maître de la lutherie qui est en Suisse. Donc, je veux dire, les recherches, on les fait partout. Quand on rencontre des gens qui ont un discours cohérent, et puis qu'on est intéressé, on écoute. C'est ça. Donc, ça veut dire que beaucoup des choses, quelles étaient les vertus du Maroc? Je suis arrivé en 68 et je suis resté jusqu'en 76. Quelles étaient les vertus c'était de conserver des traditions. Et quand on revient ensuite, quand on a été confronté, qu'on a pu communiquer avec les artisans, les artistes, etc., c'est sûr que les artisans et les artistes permettent peut-être une imprégnation et une pénétration approfondie, peut-être plus que... Bon, il n'y a pas de saut métier de toute façon, mais peut-être plus que d'autres métiers, parce qu'il y a la sensibilité artistique, donc quelque chose qui se dirige vers la subtilité. Et donc peut-être que là, c'est un terrain de communication plus profond à cause de cette subtilité ambiante, si vous voulez. Mais c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses avec des laboureurs, ou bien avec quelqu'un qui fabriquait des arères. Vous voyez, ça n'a pas l'air raffiné de fabriquer des arères en chêne vert. Parce qu'on labourait à l'arère au Maroc encore. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec quelqu'un qui faisait des arères. N'empêche. C'est quoi des arères? Pardon? C'est quoi des arères? L'arère, c'est la charrue ancienne qui n'a pas de roue. Ah, C'est une charrue en bois, sans roue, avec un soc en fer, et qui demande un savoir-faire extraordinaire. Donc au Maroc, bon maintenant elle est en voie de disparition, mais à la montagne, l'arère, c'est ce qui fonctionne encore, je pense, dans certains coins, quoi. Et l'arère, elle est faite par des artisans de village, si vous voulez. Par contre, il faut qu'un forgeron fasse le fer. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc l'arère, c'est ce qu'on utilisait au Moyen-Âge chez nous. Voilà. Avec le collier de front, enfin, il y a toute une histoire qu'on a appris dans les livres d'histoire sur le collier d'épaule pour les animaux, le collier de cou, etc. Donc les animaux ont plus de puissance, bon, etc., etc. Donc c'est des passages de civilisation. Donc en voyageant dans l'espace, ça va être de moins en moins le cas, puisqu'il y a une uniformisation du monde, hélas, qui va le rendre, je pense, triste, et surtout pédagogiquement triste pour notre jeunesse, parce qu'ils n'auront plus rien à découvrir, d'autant qu'ils pensent tout savoir, puisque ça passe par les écrans. Donc ça, c'est le thème grec de la limitation de l'écriture, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Oui, enfin là, on passe dans la mythologie grecque. Et alors, ce sera ma dernière question avant de laisser la parole à ceux qui souhaitent également poser les leurs. Et ça fait, je
qui m'offre une belle transition avec la question de l'écriture, puisque, bon, si vous pensiez au mythe Alors, qui moi aussi, apparaît à la fin du Phèdre, oui, alors moi aussi ça m'échappe. Ça va venir. le mythe de Thoth. Mythe de Thoth. Ouais, mythe de Thoth, oui. Donc il est précisément question ici de transmission, puisque l'enjeu c'est... L'homme qui a inventé l'écriture et qui la présente aux dieux. Voilà. Oui, mais c'est surtout le fait que lorsqu'on couche une connaissance sur le papier, elle risque De toute façon, je peux parler, hein. Mais bon. d'être distribuée, d'arriver, je veux dire... Bien sûr, bien sûr. Il y a un destin du livre, oui. Je veux dire, les graines risquent d'être plantées dans une mauvaise terre, dans un mauvais cœur, alors que l'avantage de la parole, c'est qu'on peut discriminer à qui on va transmettre, en fonction de son degré de compréhension, et on peut rectifier si la personne n'a pas compris, etc. Et précisément, ma question est portée sur la transmission. Est-ce que, dans le cadre de votre parcours dans les musiques traditionnelles, vous avez, comment dire, mis le doigt sur une modalité de transmission qui ne se pratique plus en Occident, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et vous suggériez peut-être au début, par exemple au niveau de la lenteur, qu'on peut mettre à transmettre certaines connaissances en attendant peut-être que la personne soit apte, qu'elle les mérite, je ne sais pas enfin. Est-ce que vous auriez des... Alors, il y a des critères tout à fait évidents. Alors, premièrement, il y a le temps et il y a le rythme. Et dans le rythme, il y a une immobilité. C'est un très grand sage qui a exprimé cela. Si vous voulez. Comme le rythme se reproduit égal à lui-même, si vous faites dom, tac, tac, dom, tac, 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 dom, tac, tac, vous avez un cycle qui se reproduit, introduit par ce dom. Et cette reproduction, c'est une forme d'immobilité, puisqu'elle se reproduit égale à elle-même. Et c'est pour ça que dans les danses extatiques, le rythme fait cet effet et il va contribuer à nous aider à sortir de la dimension du temps, d'une certaine manière, parce qu'il y a une immobilité à l'intérieur de lui-même. C'est l'immobilité dans le mouvement, quelque part. Il y a donc un koan extrêmement intéressant, il y a ça. Quand vous avez posé la question, il m'est venu tout de suite une image. Donc l'adage arabe, c'est Men sadro ila sadrik. Men sadro ila sadrik. De sa poitrine à ta poitrine. Donc quand vous êtes admis par un maître, il y a un moment, censément, où il vous prend et vous serre dans ses bras pour que sa poitrine touche la vôtre. Ça veut dire que sa cage thoracique doit toucher la vôtre. Voilà. Cette cage thoracique, qu'est-ce qu'elle a? C'est une cage qui contient un oiseau. Et plus la cage est large, ça s'appelle baste ou une shira, plus l'oiseau est à l'aise. Cet oiseau, c'est le cœur. Si la cage thoracique est markboud, c'est-à-dire resserrée, l'oiseau, il est mal aussi. Oui. Et donc, dans son baste, se mettre dans son élargissement de la poitrine, il y a le désir de vous la communiquer, puisqu'il a estimé qu'effectivement, vous êtes censément apte. Et là, il va vous serrer. Donc, c'est l'image que son cœur doit se fondre avec le vôtre. Ou en tout cas, le savoir qui est dans la sienne est censé passer dans la vôtre. Voilà. Donc, on revient à ce qui était dans le chevalet du violon. L'organe de la compréhension, c'est le cœur. Voilà. Et donc, ça veut dire que alors, Titus Burghardt a écrit un texte magnifique dans un livre qui s'appelle Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam, sur ces deux modes respectifs de connaissance. C'est très très simple. Connaissance froide, donc on revient à ce que je disais, le cerveau correspond au flegme, c'est pour ça qu'on met un fez rouge dessus, il est trop froid. Donc c'est le rationalisme. Et donc le mode de connaissance qui relève de cet organe, c'est un mode qui procède par division, par analyse et par division, si vous voulez. Donc il va fractionner, voilà. Et ce qui s'appelle l'objectivité, c'est le fait que le sujet connaissant et l'objet à connaître sont séparés. C'est le laboratoire. La grenouille, elle est branchée, on lui a mis ceci, cela, et le type en blouse blanche qui lui en remet un, il n'a aucun sentiment. Enfin, c'est une image un peu forcée, mais pour retenir, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est
c'est la connaissance analytique réflexive qui passe par le rationnel. Voilà. Et la connaissance cardiaque, dans la connaissance cardiaque, le sujet connaissant doit se fondre avec l'objet connu. On retombe, comme dans le flamenco tout à l'heure, dans le fait que les cloisons disparaissent. Il doit y avoir fusion, et donc c'est un mode de connaissance qui est chaud. D'où le cœur dans le chevalet du violon, une fois de plus. Donc la musique témoigne de ces enseignements. Est-ce que c'était ça la question? Oui. Modalité de transmission, c'était ça. Alors dans les modalités de transmission, explicitement ou implicitement, parce que j'ai eu des profs qui auraient été incapables d'expliquer tout ça, ce qui n'empêchait pas qu'ils fussent éminemment efficaces. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la possibilité réflexive qu'on n'a pas la potentialité, c'est encore deux choses différentes, si vous voulez. J'ai eu un professeur de musique arabo-andalouse à Fès qui était, puisque la musique, dans les charges de la musique andalouse, des musiciens andalous à Fès, il y a le fait de transmettre gratuitement aux pauvres qui voudraient l'apprendre, et surtout dans les khérias, qui sont les hospices, où il y a les orphelins, et les boiteux, et tout ce que vous voulez, les gens que le destin a affublés de misère physique en particulier. Donc les musiciens sont censés enseigner gratuitement dans ce milieu, si vous voulez. Bon, j'ai perdu le fil. C'était quoi déjà la question? La transmission. Et vous en avez parlé déjà, mais si vous avez des choses à ajouter oui. sur les modalités de transmission spécifiquement traditionnelles. Ben, c'est ça, en fait. D'abord, il y a l'accent mis sur l'oralité. Parce que dans l'oralité, vous êtes obligé d'être en face du maître. Dans l'écriture, vous prenez une partition de Bach, vous avez fait 5 ans de clavecin, et puis vous pensez être capable de la déchiffrer. Vous la déchiffrez, il y a une certaine satisfaction, si vous voulez, mais par rapport au message intrinsèque, les grands maîtres vont vous dire « mais la musique, elle n'est pas dans le papier, elle est 3 km derrière, et toi, tu es resté dans le papier ». C'est pour ça qu'on dit « exécuter une pièce ». Exécuter, vous voyez, voilà, c'est pas très positif. Voilà. Et il y avait une grande musicologue française qui était à Paris, qui s'appelait Nadia Boulanger, et les gens, les interprètes de piano, de clavecin, tout ce que ils venaient tous du monde entier chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle leur montrait comment la musique était des kilomètres derrière la feuille. Voilà. Donc en fait, quand le compositeur occidental écrit une partition, dans la grande époque, Scarlatti ou d'autres, c'est pas parce qu'il l'a lu quelque part, non, il l'a entendu. Lui, il l'a entendu et il l'écrit. Donc si vous êtes un vrai lecteur, vous l'entendez quand vous la voyez, mais ça c'est très difficile. Vous devez vous retrouver dans l'instant où cette musique est descendue, et c'est pour ça, ben là je vais essayer de répondre mieux, qu'en Turquie, on le fait ailleurs sans l'appeler comme ça, mais en Turquie, pour apprendre un air, on utilise ce qu'on appelle usul. Le mot turc qui vient de l'arabe, usul c'est fondement, c'est les bases, c'est vraiment l'architecture fondamentale. Avant de faire un mur, vous faites une tranchée et vous faites une fondation, ça c'est l'image de l'usul. Alors la méthode qui s'appelle usul, on va revenir à tout ce que je vous disais, par exemple, dom, te, ke, te, ka, dom, hek, te, ke, dom, ke, te, ka, dom, hek. Vous voyez que là, c'est la reproduction de ce qu'on joue sur les timbales turcs. Il y a 2 timbales avec des baguettes. Et toutes les frappes que j'ai faites, c'est la reproduction d'un rythme qui s'appelle du yek. Et vous voyez qu'il y a des sons différents et qu'il y a du souffle. Dom, ke, te, dom, hek. On met le souffle, on met le corps, ou bien un autre, Devri Kebir, du, me, tek, tek, et dum, tek, et dum, hek, tek, ka, dome, tek, dome, ka, 27, 28, do, et je recommence. Donc on va vous apprendre à jouer ça, et on va vous faire chanter dessus. Il y a une partie de vous-même qui va intégrer à votre corps un rythme qualitatif avec des réflexes de souffle et de détente, et on va vous faire chanter dessus. Et à Fès, pendant 3-4 ans, c'est interdit de toucher un instrument. On doit apprendre 150 airs par cœur avec le rythme avant de prétendre toucher un instrument.
Et le jour où on touche un instrument, ça fait très mal, pour vous dire que ça fait très bien. Parce que la musique est profondément en vous. Elle est profondément en vous. Alors que beaucoup de jeunes qui font de la guitare, avec de l'écriture et tout ça, ils commencent par des doigts, et quelque part, ils n'entendent ce qu'ils font qu'après, ou quelquefois, ils n'entendent pas. En fait. Donc, alors on revient dans le mythe de Thoth, qui fait que, au lieu de devenir savant, on a la prétention du savoir. Et la présomption, et voire la prétention tout court. Je ne sais pas si je réponds, mais j'essaye. Et ça nous ramène à l'école, parce que Toto, on se moque de Toto. La sagesse, elle est cachée dans des plaisanteries, des fois. Toto, il va au tableau, il connaît pas sa table de multiplication. La table de 7, il a oublié. Alors il fait quoi? 7 fois 1, 7 fois 2, voilà. Et il fait quoi? Il fait de l'usul. Il fait de l'usul, en fait. C'est universel. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que le cœur est dans le chevet du violon? Parce que c'est un organe rythmique. C'est le seul organe rythmique, d'ailleurs. Enfin, un rythme évident, parce qu'il y a d'autres qui ont des rythmes très longs. Mais c'est le seul organe rythmique. Il y a des questions, oui, monsieur, oui. Voilà, donc allez-y, hein, si vous... Bonjour. Je veux dire, le sens de transmission, ça. Est-ce qu'il y a le sens pour les transformations? Transmission, transformation. Bon. Alors vous savez que... qui veulent apprendre de musique à ces disciples ou à ces élèves, c'est dans les transformations je crois comprendre ce que vous voulez dire, je crois. Alors, si je me réfère à l'arabo-andalou, donc ce que j'ai appris à Fès, j'ai découvert, j'ai écrit pas mal de pages là-dessus, dans le bouquin, puisque il y a des plaisanteries dans le destin. Quand j'ai voulu m'inscrire à Fès, on ne voulait pas de moi, parce que j'étais un Français bizarre, qui arrivait des montagnes berbères, qui parlait un arabe qui n'a rien à voir avec l'arabe des villes. J'étais comme un Américain qui aurait appris le français dans les montagnes de Perpignan, et qui parlerait avec un mélange de Perpignan et du Texas, et qui, au titre de sa langue, voudrait rentrer au conservatoire supérieur de théâtre, si vous voulez. Donc, on ne voulait pas de moi. Donc, pour se débarrasser de moi, on m'a dit, on peut vous prendre, mais on va vous mettre avec les enfants. Vous voyez? Et on s'attendait à ce que je dise, bon, c'est comme ça, je m'en vais. Et j'ai dit, oui, quand est-ce qu'on commence? Hein? Et donc, j'étais avec les enfants. Et voilà, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est parce que les enfants de ma classe, ils avaient 7 ans, de 7 à 11 à 12 ans, et moi j'avais 25 ou je sais pas quoi. Et j'étais très heureux là, c'était merveilleux. Ils étaient imprégnés par le répertoire de cette musique, parce que cette musique, elle vit dans la vie du quotidien, les artisans la chantent, dès qu'il y a un mariage, une circoncision, une fête religieuse, cette musique, les musiciens viennent dans les maisons, ils jouent, donc les enfants sont imprégnés. Donc quand on devait chanter un air, il disait tabi'aï, tabi'aï, c'est-à-dire la version naturelle. Il faut chanter naturel, ça veut dire dépouillé, le plus simple possible. Et eux, comme ils avaient entendu des chanteurs professionnels faire des ornements musicaux extrêmement sophistiqués, spontanément, ils faisaient une variation, donc une transformation. Et qu'est-ce qui se passait? Ils se prenaient une claque. Ils se prenaient une claque parce qu'ils savaient trop bien. Mais c'était surtout que le professeur voulait vérifier que la base de la mélodie commune, simple, était bien ancrée dans la structure rythmique. Ensuite, quand je voulais apprendre du oud directement avec des gens, c'était très, au Maroc au début, c'était extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que, cette phrase, je ne l'ai pas attrapée du premier coup, donc il faut qu'il me la répète. Il va devoir me la répéter 4 fois, par exemple. Manque de peau. Chaque fois qu'il me la répète, il la fait autrement. C'est la même phrase, mais chaque fois, il la joue autrement, parce que le musicien traditionnel qui maîtrise son art, il vous dit toujours la même chose d'une autre manière. Donc il y a transformation.
Et quand vous êtes devant, alors que vous ne connaissez pas la phrase, devant quelqu'un qui vous la joue 4 ou 5 fois différemment, vous ne pouvez pas l'attraper. Vous voyez ? Donc la transformation au début, elle était interdite et elle vient après. Et en arabe marocain, elle s'appelle zawak. Elle s'appelle mercure. Elle est mercurielle. Elle est impossible à saisir. Prenez du mercure et vous voyez. Voilà. Donc, bien sûr que vous pouvez, 15 ans plus tard, jouer un air que le maître vous a appris et le jouer d'une autre manière, mais on reconnaît que dans votre jeu, il y a le sien. Donc la transformation, elle est possible, si vous voulez. Mais il doit commencer par une critériologie très simple et architecturale et terrienne quelque part, si vous voulez. Est-ce que j'ai répondu à votre question, peut-être ? Voilà. J'entends des questions qui tournent dans les circonvolutions cérébrales, mais comme vous n'avez pas de fèse, elle reste froide et elle ne passe pas par la bouche. Oui, madame. Eh bien, ça parlait aussi d'un itinéraire vers le Caucase. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez... Ah, est-ce que vous êtes caucasienne, madame ? Alors ça, c'est venu après. C'est venu après parce que je suis rentré du Maroc, oui, vers les années 76. J'étais malade, donc il fallait rentrer pour me soigner, etc. Puis il y avait les enfants, enfin bon, il y avait des nécessités économiques, etc. Et puis j'ai commencé à travailler comme prof de musique, etc. Puis à commencer à faire des concerts et tout. Et puis un jour, j'ai partagé un concert à Séville avec un merveilleux musicien d'Azerbaïdjan. C'était dans le patio de Las Doncelas, en plus, dans un lieu historique merveilleux à Séville. Et là, il m'a vraiment secoué, lui aussi, il m'a secoué, parce qu'il jouait un instrument qui s'appelle le tar, un luth extrêmement clair. Nous avons beaucoup sympathisé. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir le prix de la Fondation Villa Médicis, qui m'a permis d'envisager un séjour d'une année dans un pays lointain. Et du coup, j'ai choisi le Caucase. Et donc, j'ai travaillé à Bakou avec ces musiciens. D'abord la musique instrumentale. Et ensuite, ce musicien a fait venir un chanteur qui s'appelle Arakarim Bey Nafis. Et encore un grand coup sur la tête parce que dans le chant caucasien, il y a des sophistications qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Je pense que c'est le style de chant le plus sophistiqué du monde. Et en particulier une partie qui s'appelle le tahrir. Donc c'est un mot qui est passé en persan, puis chez eux, et qui en arabe veut dire le réchauffement. Et c'est un yodel. Vous voyez le yodel du Tyrol, c'est un yodel oriental qui est extrêmement pénible physiquement à assurer. C'est vrai que les gens le font souvent à la fin du chant pendant quelques secondes, et tout le monde est « oh !» parce que les gens font 400 km pour écouter un concert, et quelque part, ils veulent entendre le tahrir. En fait. C'est comme si tout un chant qui dure 13 minutes préparait 5 secondes de tahrir. Et là, ils font « oh, bah, 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 bah ». On dit « bah ». Voilà. Et il se trouve que ce Arakarim avec lequel j'ai eu l'honneur de travailler, d'apprendre et aussi de jouer sur scène, lui, il était capable, comme il venait des hautes montagnes, il était capable de faire pratiquement 1 minute de tahrir en entier. Et dans un concert, il en faisait presque une demi-heure au total, si vous voulez. Donc, voilà. Et alors, ce qui est important, c'est que par ce tahrir et aussi par la clarté, parce que le oud, c'est un instrument qui aime bien les demi-teintes. Si vous voulez, là, il y a une esthétique dans le monde arabe et dans l'islam sunnite. Il y a une esthétique qui est souvent voilée dans le son. Par exemple, la rabbaba du désert, c'est un archet en crin, une corde en crin, ça produit un son voilé. Et ce voile, ce hijab, il a un mystère, si vous voulez. Il entretient un mystère. Donc il y a une culture du son voilé. De même qu'une certaine voix pas très claire peuvent avoir un charme. Vous voyez. Et dans le Caucase, où les gens sont plutôt d'origine chiite,
il y a un symbolisme de la lumière crue qui est puissant et qui va se... Autrefois, aujourd'hui, ils ont des cordes en métal, mais autrefois, ils avaient des cordes en soie qui produisent un son extrêmement clair. Et alors, les intervalles qu'ils jouent, plus certains aspects du chant, indirectement, ça m'a amené à m'approcher de mes nouveaux professeurs. J'en cherche plus d'autres maintenant, si vous voulez, parce que le bonheur, c'est d'apprendre tant qu'on peut. Et donc, nouveaux professeurs qui sont les oiseaux. Donc, ça m'a amené à m'exercer, ça fait 12 ans que je fais ça, au printemps, dans les bois, avec les oiseaux. Voilà. Et parce que s'il y a une musique aviaire, il y a la grippe aviaire, ça c'est pas bon, mais la musique aviaire, c'est dans le Caucase en fait. Voilà. Alors on va retrouver en partie chez les Arméniens, mais chez les Arméniens il y a eu des écoles qui ont masqué un peu cette affaire, et chez les Géorgiens aussi. Mais le Caucase, il y a quelque chose de particulier, il y a une vitalité, il y a aussi un art de la danse qui est très intéressant, la danse qui ne touche pas le sol. Il y a des danseurs du Caucase qui sont sur la pointe des pieds, vous voyez, surtout au Daghestan ou les Zgis. Voilà, oui, c'est un monde merveilleux. Et du coup, c'est aussi presque un retour au flamenco, parce que c'est vrai que le chant caucasien, il est oriental, mais il a un aspect de feu, parce que Azerbaïdjan veut dire le pays du feu. Voilà. Donc il y a un flamenco des montagnes caucasiennes, en fait, quelque part. Quand j'ai découvert justement cette partie caucasienne, je me suis dit, mais la trace du monde arabe qui est venu en Espagne, j'ai retrouvé des similitudes entre la danse flamenca et la danse caucasienne, et je me suis dit, il y a un lien certainement qui s'est passé à un moment donné. Voilà. Alors il y a toujours deux possibilités, ça veut dire qu'il y a eu des transmissions de civilisation par des déplacements de population, ou certains qui sont moins drôles, les guerres, les invasions, que sais-je. Il y a aussi, et moi je suis convaincu que ça compte aussi beaucoup, c'est en quelque sorte le thème des archétypes. Vous voyez, par les archétypes, des choses éloignées peuvent correspondre sans qu'il y ait eu de contact historique en fait. Hein. Et ça c'est prouvé dans bien des cas. Voyez. Donc il y a ce côté feu, Azerbaïdjan c'est vraiment le pays du feu, c'était la Mecque des Zoroastriens. Il y a encore la Mecque des Zoroastriens qui existe dans la presqu'île de Absharon et qui s'appelle Yanardar, la montagne de feu, qui est une montagne, j'ai vu ça, c'est assez étonnant. Donc vous avez une flamme de, allez, on va dire 25 mètres de haut, large comme le tapis là, qui brûle depuis des milliers d'années sans s'arrêter. C'est des gaz de naphte qui s'enflamment au contact de l'air, mais qui ne se sont jamais arrêtés. C'est assez impressionnant quand même. D'où Yanardar, si vous voulez. Voilà. Oh oui, c'est très étonnant. Oui. Oui. Ben, je vous conseille d'écouter Ara Karim. J'ai fait un disque avec lui, enfin lui, il a fait un disque avec moi, je veux dire, dans la collection Buda. Si vous allez sur mon site, vous verrez tout ça. Et surtout, j'ai rencontré un musicien arménien dont je parle dans le livre. Là, j'ai rencontré à Lyon simplement parce qu'il venait donner des cours à des musiciens arméniens que je connaissais, à Lyon, et qui s'appelle Yerish Manoukian, et qui, pour moi, représente la vraie tradition arménienne, telle qu'elle était depuis des millénaires. Et il y a un disque qui s'appelle Arménie Source, au pluriel, Arménie de point source, dans la collection Buda. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand du doudouk, le plus grand joueur de doudouk. C'est absolument faramineux. Voilà. Alors mettez votre fez et faites sortir vos questions, si jamais il y en a. Oui. Et vous pratiquez la danse, peut-être, madame? Non, pas du tout. Non. Juste amatrice. Mais bon, les rythmes... Alors, il y a beaucoup de rythmes ternaires et de rythmes à 6 temps dans la musique caucasienne. Et c'est là qu'on va retrouver, effectivement, la sevillana, c'est un aspect du fandango de Huelva ou de la boulérie, hein, sur les 6 temps. Ils n'ont pas un nombre de rythmes important dans le Caucase. Hein. Par contre, ce qu'ils en font, le chanteur joue le tambourin. Et donc, vous attendez les coups. Mais l'art du tambourin azéri,
c'est que le coup que vous attendez, on ne le joue pas. On va ne pas le jouer ou le déplacer. C'est l'art de l'élision. Extrêmement subtil. Vous voyez, la danse azérie, c'est le bout des... Il y a une retenue extraordinaire et une efficacité remarquable. Voilà, voilà. Peut-être une ou deux questions, puis après on pourra poser des petites choses à grignoter et puis discuter plus librement si ça vous dit. Et évidemment, il y aura séance de dédicace pour ceux qui veulent. Oui, ça ne va pas durer longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres, mais je suis désolé. Ça part comme des petits pains. Tu diras la phrase magique. Peut-être nous jouer encore quelque chose. Ah, ben voilà une idée. Allez, il y a le oud qui est devant là. On n'a pas joué beaucoup avec ce oud. Est-ce que vous voyez une liaison entre musique et danse, de la danse? Comment vous voyez la liaison entre les deux? Comment vous l'avez perçue à travers Bah, c'est le rythme, hein. C'est le rythme qui fait partager. Voilà, c'est le rythme et le rythme et les proportions. Dans la musique, le rythme d'ailleurs contient des proportions et le corps contient des proportions. Voilà. Donc les mouvements gracieux dans la danse, ou menaçants, parce qu'il y a aussi des danses guerrières, ils jouent avec les proportions du corps. Comme vous savez, les Grecs, dans la statuaire grecque, il y a les canons qui font qu'on prend la tête comme mesure, et bon, là, c'est reporté dans le corps, donc ça va se placer à des endroits déterminés. Donc la danse est une expression, une expression dynamique des proportions statiques du corps, en quelque sorte. Et puis après, il y a la grâce personnelle. Alors ça c'est ineffable, si vous voulez. C'est cette partie-là qu'on ne peut pas définir. Ça, c'est ineffable. Alors, il y a l'héritage. Il y a un aspect d'héritage. C'est aussi pour ça que les nationalistes utilisent les traditions des fois dans des perspectives qui sont lourdes. Mais j'étais à Bakou une fois dans un mariage et la musique était tellement magnifique que j'ai été danser avec mon épouse qui était là. Et il y avait des lezgis, donc des gens du Daghestan qui sont entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Vous voyez, et la famille lezgi nous regardait comme ça et ils se sont dit « Oh, ça serait bien si quelqu'un pouvait les aider. » Donc ils nous ont envoyé leur garçon de 14 ans qui s'est mis devant nous sur la pointe des pieds. Et 30 secondes plus tard, nous sommes allés nous rasseoir. C'était désespérant. Alors ça, c'est la transmission. Voilà. Moi, je ne suis pas... Enfin, je suis danseur quand je suis très gai. La joie nous fait tous danser. C'est peut-être aussi une définition de la tradition, ça. Hein. Celui qui ne danse pas au souvenir de l'ami, n'a pas d'ami. Ça, c'est l'adage sapientiel oriental sur la danse. Si vous ne dansez pas au souvenir de votre ami, c'est que vous n'avez peut-être pas vraiment d'amis. Il faut faire attention. Soit vous faites des progrès de danse et vous avez trouvé plein de copains, soit c'est un autre problème. Et dans le livre, il est question d'une musique. Alors, comment vous dire ça? Il y a un grand joueur de flûte que peut-être dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Kutsi Erguner, qui joue la flûte soufie, turque, et qui vit à Paris depuis longtemps. Voyez. Et donc j'étais, je vais aller résumer un peu l'histoire, mais bon, en tout cas, je me trouve à Bagdad pour aller jouer avec mes élèves dans un festival qui s'appelait à l'époque le Festival de Babylone. Et comme nous avons été reçus avec le tapis rouge, on m'a demandé « mais qu'est-ce que vous voudriez visiter ?» Et comme moi j'étais beaucoup chez les Berbères, et chez les Berbères on parle beaucoup d'un personnage très important qui s'appelle Moulay Bagdad, et qui était un soufi d'autrefois, qui est Moulay Abdelkader Jilani en fait. Voilà. Et je dis j'aimerais visiter le tombeau de Moulay Abdelkader Jilani. Et là les gens sont très gênés,
parce que le parti officiel basse a fait fermer tous les tombeaux. Vous voyez, à l'époque, c'était pas bien conforme. Et puis, un peu inconsciemment, mais j'insiste. Et Mounir Bachir leur fait signe, allez, c'était un oudiste, mais il avait presque rang de ministre. Et donc on nous ouvre ce tombeau, donc nous le visitons avec les élèves. Il y avait des musulmans, des chrétiens, il y avait même un juif tunisien. Et puis ensuite nous partons et nous allons jouer un répertoire que je leur ai appris. Et puis, je sais pas, on rentre en France et un mois plus tard je rencontre Qudsi Raguenière, il me dit alors qu'est-ce que tu deviens? Je dis j'étais à Bagdad. Et je dis j'ai joué le pécheref de ton grand-père. Il me dit ah bon? Je dis oui, tu sais, le pécheref Bayati composé par ton grand-père, je l'ai joué à Bagdad. Il me dit ah bon? Il fait comme ça, ah bon? Et je lui dis tu sais, on a visité le tombeau de Moulay Abdelkader al-Jilani juste avant. Et là, il devient tout blanc. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit dans les années 1890 ou quoi, mon grand-père a visité ce tombeau. Il a passé une journée de recueillement. Et quand il est sorti, cette musique, elle était en lui. Voilà, ça s'appelle le Pécheref Bayati.
Merci. Voilà. Merci à tous. Bonne Merci.